Le lièvre et la tortue. Il était une fois, dans une grande forêt verdoyante, un lièvre fier et rapide qui passait son temps à vanter ses exploits de course auprès des autres animaux. Il était connu pour sa vitesse exceptionnelle et n'avait jamais rencontré d'adversaire capable de le surpasser. Ce lièvre, appelé Flèche, était particulièrement fier de ses pattes longues et musclées qui lui permettaient de courir comme le vent. Un jour, lors d'une réunion de la communauté des animaux, Flèche, le lièvre, commença à se moquer de la lenteur de certains d'entre eux. En particulier, il prit plaisir à railler une tortue, prénommée Patience, qui se trouvait dans les parages. Patience était connue pour sa démarche lente mais méthodique, et elle ne se laissait jamais abattre par la provocation. « Ah, chère Patience, tu es si lente qu'il te faudrait toute une vie pour parcourir la moitié de ce que je fais en quelques minutes. » Se moqua Flèche en riant aux éclats, attirant l'attention des autres animaux. Les animaux, bien que gênés par les paroles cruelles du lièvre, restèrent silencieux, sauf la tortue qui, d'un calme olympien, leva la tête vers lui et répondit. « Tu sembles bien sûr de toi, chère Flèche. Mais que dirais-tu de me défier dans une course? Je suis peut-être lent, mais qui sait si je ne pourrais pas te surprendre. » À cette idée, les animaux éclatèrent de rire. Une course entre un lièvre et une tortue semblait absurde. Flèche, amusé par la proposition, accepta immédiatement. « Toi, me battre, mais c'est ridicule, je pourrais faire une sieste en plein milieu de la course et te dépasser en un rien de temps. » Se moqua-t-il. La date de la course fut fixée pour le lendemain matin. Toute la forêt en parlait. Les oiseaux chantonnaient les nouvelles dans les branches, les écureuils couraient annoncer la nouvelle d'arbre en arbre, et tous les animaux étaient impatients d'assister à cet événement. La course promettait d'être un spectacle divertissant, bien que personne ne doutât de la victoire écrasante du lièvre. Le matin de la course, tous les animaux s'étaient rassemblés autour du sentier de terre qui serpentait à travers la forêt, servant de parcours. Flèche était en pleine forme, bondissant sur place pour échauffer ses muscles, tout en continuant de fanfaronner. « C'est gagné d'avance, je ne verrai même pas la poussière que tu soulèveras, Patience, tant tu iras lentement. » Patience, elle, ne dit rien. Elle se concentra simplement sur le chemin devant elle, ses petits yeux brillants de détermination. Le départ fut donné par un renard qui jouait le rôle de juge. « À vos marques, prêts, partez !» cria-t-il. Comme prévu, Flèche démarra en trombe, laissant la tortue bien derrière lui dès les premiers instants. Il filait à toute allure, ses grandes pattes s'étirant gracieusement à chaque foulée, tandis que Patience avançait à son rythme, une patte après l'autre, lentement mais sûrement. Flèche, certain de sa victoire, courut rapidement hors de vue. Une fois qu'il fut bien en avant, il se retourna pour voir où en était Patience, mais elle était si loin qu'elle ressemblait à un petit point immobile. Riant encore de l'absurdité de la situation, il se dit qu'il avait bien mérité une pause. « Je vais m'arrêter ici, sous cet arbre, pour me reposer un peu. Cette course est trop facile, » se dit-il en s'allongeant confortablement à l'ombre d'un grand chêne. Confiant dans sa supériorité, il s'endormit rapidement, bercé par le doux bruit du vent dans les feuilles. Pendant ce temps, Patience continuait son chemin, un pas après l'autre. Elle ne regardait pas en arrière, ni en avant, et restait concentrée sur son objectif. Chaque petite avancée la rapprochait un peu plus de la ligne d'arrivée. Elle savait qu'elle n'avait aucune chance de battre Flèche en vitesse, mais elle croyait fermement en l'importance de la persévérance. Le soleil était à son zénith lorsque Patience passa doucement à côté de l'endroit où dormait le lièvre. Elle le vit profondément endormi sous l'arbre, sa respiration régulière, et continua son chemin sans un mot, sans un regard de plus. Les heures passèrent, et finalement, Flèche se réveilla. Il s'étira, bâilla, et se rappela soudain qu'il était au milieu d'une course. Il éclata de rire. Où dois-je être maintenant? Ah oui, cette course ridicule. La pauvre tortue doit encore être à des kilomètres derrière moi. Confiant, il se remit à courir vers la ligne d'arrivée. Mais lorsqu'il arriva enfin, il découvrit avec stupéfaction que Patience venait de franchir la ligne d'arrivée sous les acclamations de tous les animaux de la forêt. Elle avait remporté la course. Étonné et honteux, Flèche ne pouvait pas croire ce qu'il voyait. Patience, souriante mais humble, s'approcha de lui et dit simplement. « Tu vois, Flèche, rien ne sert de courir, il faut partir à point. La constance et la détermination sont souvent plus importantes que la vitesse. » Les autres animaux, impressionnés par la sagesse et la ténacité de Patience, l'applaudirent chaleureusement, tandis que Flèche, humilié, se retira en silence. Il comprit alors que son orgueil et sa paresse avaient été ses véritables ennemis ce jour-là. Dès ce jour, Flèche apprit à respecter les autres, quel que soit leur rythme ou leur compétence. Quant à Patience, elle continua sa vie tranquille, respectée et admirée par tous pour son esprit persévérant. Et c'est ainsi que, grâce à une simple course,
La forêt se rappela qu'il ne faut jamais sous-estimer ce qui semble plus lent ou plus faible, car la force intérieure peut triompher de bien des défis. La cigale et la fourmi. Il était une fois, au cœur d'une vaste prairie, une petite cigale nommée Célestine qui adorait passer ses journées à chanter et à danser. Les jours d'été étaient longs, chauds et lumineux, et Célestine ne se souciait de rien d'autre que de son plaisir quotidien. De son perchoir favori, un grand arbre situé au centre de la prairie, elle chantait à tue-tête des mélodies joyeuses qui faisaient écho dans la campagne environnante. Son chant résonnait dans les champs, charmant les autres insectes et animaux qui passaient près d'elle. Ses ailes fines vibraient avec énergie, et son cœur léger semblait flotter sur les rayons du soleil. Chaque matin, dès l'aube, Célestine commençait son récital, et ne s'arrêtait qu'au coucher du soleil. Ses chansons célébraient la chaleur de l'été, la beauté des fleurs, et la douceur de la brise. Elle était persuadée que ces jours ensoleillés dureraient éternellement. Pourquoi s'inquiéter du lendemain, quand aujourd'hui offrait tant de bonheur? Cependant, non loin de là, dans une petite fourmilière bien organisée, une colonie de fourmis travaillait sans relâche. Parmi elles, il y avait une fourmi ouvrière nommée Prudence. Contrairement à Célestine, Prudence et ses sœurs ne se laissaient jamais distraire. Elles étaient déterminées et disciplinées, passant leur journée à transporter des provisions et à bâtir des réserves pour l'hiver à venir. Sous la direction de la reine des fourmis, chaque membre de la colonie avait une tâche bien définie, certaines fourmis cherchaient des graines, d'autres récoltaient des feuilles, et certaines s'occupaient de creuser des galeries pour stocker leurs trésors. Chaque jour, Prudence et ses camarades se réveillaient avant l'aube pour entamer une longue journée de labeur. Elles travaillaient sans relâche sous le soleil brûlant, chargées de lourds sacs de nourriture qu'elles ramenaient à la fourmilière. Elles étaient conscientes que l'été ne durerait pas éternellement et que l'hiver rude et froid arriverait, comme il le faisait chaque année. Il fallait se préparer, car une fois les premières neiges tombées, il n'y aurait plus rien à manger dans la prairie, et seules les réserves accumulées durant l'été permettraient à la colonie de survivre. Un jour, alors que Célestine chantait une de ses plus belles mélodies, elle aperçut Prudence et ses compagnes qui transportaient une nouvelle récolte de graines. Intriguée par leur activité incessante, elle décida de s'approcher. « Hé, Prudence, pourquoi te fatiguer ainsi » s'écria Célestine en s'installant sur une branche basse, observant la fourmi avec curiosité. « Viens donc profiter du soleil avec moi. L'été est fait pour s'amuser, chanter et danser. Pourquoi gâcher ce temps magnifique à travailler si durement ?» Prudence leva la tête vers la cigale et répondit calmement. « Célestine, nous travaillons pour l'hiver. Lorsque la neige recouvrira la prairie et que le froid glacera tout, il n'y aura plus de nourriture à trouver. Si nous ne faisons pas de réserve maintenant, nous mourrons de faim. » Célestine, éclatant de rire, répondit. « L'hiver, oh, mais l'hiver est si loin. Pourquoi se préoccuper de ce qui pourrait arriver demain quand aujourd'hui est si beau? Moi, je vis au jour le jour. Le soleil brille, les fleurs sont en pleine floraison, et la vie est trop courte pour s'inquiéter du froid qui viendra peut-être. » Prudence, sans se laisser distraire par les paroles insouciantes de la cigale, reprit son chemin, déterminée à accomplir sa tâche. Elle savait que les plaisirs éphémères de l'été ne pouvaient pas remplacer la sécurité que procurait une préparation minutieuse. Les jours d'été s'écoulèrent, et Célestine continua de chanter, insouciante du temps qui passait. Mais peu à peu, les jours commencèrent à raccourcir, le vent devint plus frais, et les premières feuilles commencèrent à tomber des arbres. Les fleurs qui coloriaient la prairie fanèrent, et bientôt, le ciel bleu laissa place à des nuages gris. Le changement de saison s'annonçait. Un matin, Célestine se réveilla avec un frisson. La première gelée de l'automne était arrivée, et la prairie qui avait été si vivante et chaleureuse était désormais froide et déserte. Le chant des oiseaux s'était tu, et les insectes qui l'avaient accompagné dans ces danses joyeuses avaient disparu, cherchant refuge sous terre ou dans des abris bien protégés. Célestine, réalisant soudain la gravité de la situation, ressentit pour la première fois l'angoisse de l'hiver qui approchait. Elle n'avait rien préparé, aucune provision, aucun abri pour se protéger du froid mordant. Son chant, qui l'avait tant diverti tout l'été, ne pouvait plus la nourrir ni la réchauffer. Affamée et grelottante, elle erra dans la prairie déserte à la recherche de quelque chose à manger. Mais tout ce qui était autrefois abondant avait disparu, plus de fleurs, plus de feuilles tendres, plus de fruits mûrs. Le sol était dur et stérile, et aucun insecte ne venait partager son sort. Désespérée, elle se souvint de Prudence et de la colonie de fourmis. Se rappelant les paroles de la fourmi, elle décida de la retrouver et de lui demander de l'aide. Peut-être les fourmis, avec leur fourmilière bien remplie, pourraient-elles la secourir. Après avoir parcouru la prairie déserte, Célestine arriva enfin à l'entrée de la fourmilière. Avec espoir, elle frappa doucement à la porte. Bientôt, Prudence apparut, surprise de voir la cigale dans un tel état. « Prudence,
Chère Prudence, je suis affamé et gelé. Supplia Célestine, je n'ai rien préparé pour l'hiver, et je n'ai rien à manger. S'il te plaît, pourrais-tu m'aider? Je suis prête à travailler pour obtenir un peu de nourriture. Prudence, bien que surprise, resta calme. Elle regarda la cigale, puis lui répondit d'un ton mesuré. Célestine, tout l'été, nous t'avons vu chanter et profiter des jours ensoleillés, tandis que nous travaillions pour préparer l'hiver. Nous t'avons prévenu, mais tu n'as pas voulu nous écouter. Et maintenant que l'hiver est là, tu viens frapper à notre porte sans avoir rien fait pour te préparer. Que faisais-tu donc quand nous transportions nos provisions? Honteux, la cigale baissa la tête et murmura. Je chantais sans penser à demain. Prudence hocha la tête doucement et dit. Eh bien, maintenant que l'hiver est venu, il te faut danser pour survivre. Nous avons travaillé dur pour nos réserves, et nous devons nourrir notre colonie avant tout. Il n'y a pas de place pour ceux qui n'ont pas préparé. La cigale, déçue mais comprenant enfin la leçon, repartit tristement. Elle erra dans la prairie glaciale, regrettant amèrement son insouciance. Elle comprit alors que, si chanter est un plaisir, la prévoyance et le travail sont essentiels pour survivre aux moments difficiles. Ainsi, la cigale apprit, mais bien trop tard, que l'été ne dure pas toujours et que l'insouciance peut mener à de dures leçons. Le loup et l'agneau, dans une vallée verdoyante, entourée de collines douces et baignée de lumière, coulait une rivière cristalline. À ses abords, l'herbe était tendre et savoureuse, attirant de nombreux animaux pour s'y désaltérer et se nourrir. Parmi eux, un jeune agneau blanc, nommé Léo, se promenait paisiblement, profitant de l'herbe fraîche et de la chaleur du soleil printanier. Innocent et joyeux, il ne se doutait pas qu'un prédateur rôdait dans les parages. Non loin de là, un loup rusé et affamé, nommé Loupard, observait l'agneau d'un regard avide. Loupard était un prédateur redouté dans la région, avec son pelage sombre et ses yeux perçants. À la recherche d'un repas, il avait déjà repéré la proie idéale en la personne de Léo. Le loup savait que l'agneau était à la fois jeune et faible, incapable de se défendre contre la force brutale d'un prédateur comme lui. Léo, insouciant, s'avança vers la rivière pour s'hydrater. Il s'agenouilla pour boire, les rayons du soleil scintillant sur son pelage. À cet instant, Loupard s'approcha lentement, cherchant à ne pas effrayer sa proie. Avec un sourire malicieux, il s'adressa à Léo. « Bonjour, jeune agneau, que fais-tu si près de la rivière ?» demanda Loupard d'un ton engageant, feignant l'amitié. Léo, surpris par la présence du loup, leva la tête et répondit avec naïveté. « Bonjour, monsieur le loup. Je viens juste étancher ma soif. L'eau est si fraîche et délicieuse ici. » Le loup, voyant que l'agneau était sans méfiance, décida de jouer un tour. « Dis-moi, petit agneau, sais-tu que ta présence ici me cause un grand désagrément ?» Loupard prit un air feignant la colère, accentuant ses paroles d'un ton accusateur. « Comment cela, monsieur le loup ?» s'étonna Léo. « Je ne voudrais jamais vous contrarier. Je ne fais que boire un peu d'eau. C'est vrai, mais l'eau que tu bois coule en direction de mon territoire, et tu troublerais ma quiétude. » s'exclama Loupard avec une feinte indignation. « Tu vois, je suis très sensible à tout ce qui se passe autour de moi, et ta présence ici est une vraie offense. » Léo, qui ne comprenait pas bien la logique du loup, répondit avec innocence. « Mais, cher monsieur, l'eau coule dans cette rivière depuis toujours. Je ne peux pas être responsable de son cours. Je suis juste un simple agneau, et je ne voulais pas vous déranger. » Le loup, amusé par la naïveté de Léo, trouva une nouvelle excuse pour accuser l'agneau. « Tu te moques de moi, petit. N'as-tu pas encore compris que ta simple existence me met en colère? Que dirais-tu si je te disais que tu m'as aussi insulté l'autre jour? » « Mais je n'étais pas là l'autre jour, monsieur le loup, » répondit Léo, perplexe. « Comment pourrais-je vous avoir insulté si je ne vous ai pas vu? » « Que de réponses alambiquées pour un si petit agneau, » répliqua Loupard avec un sourire narquois. « Je suis persuadé que tu es coupable de bien des méfaits. Qui sait, peut-être m'as-tu insulté en pensée. » Léo, réalisant que le loup cherchait à le piéger, tenta de se défendre. « Je ne fais de mal à personne. Je suis un simple agneau, et je n'ai jamais eu l'intention de vous offenser. S'il vous plaît, laissez-moi partir, je ne suis qu'un enfant de la nature. » Le loup, plein de malice, se rapprocha encore de l'agneau, sa silhouette menaçante projetant une ombre sur Léo. « N'essaie pas de jouer les innocents, jeune agneau. Je suis fatigué de toutes ces excuses. Il est temps que je fasse respecter mon autorité. » Léo, tremblant de peur, comprit que le loup ne chercherait pas à le libérer. Il commença à paniquer, regardant autour de lui à la recherche d'un moyen de s'enfuir. « Je ne veux pas de conflit, monsieur le loup. Peut-être pourrions-nous discuter. Je suis sûr qu'il doit y avoir un moyen d'en arriver à un accord. » « Discuter, que pourrais-tu bien me dire qui pourrait m'intéresser?
Ricana Loupard. Je suis un prédateur, et toi, un simple agneau. Nos chemins ne peuvent que se croiser à ce moment précis. Il n'y a pas d'échappatoire pour toi. À cet instant, un cri désespéré résonna dans la vallée. Une brebis, la mère de Léo, avait entendu l'appel de son agneau. Elle accourut vers la rivière, ses instincts de mère la guidant. Elle savait que son petit risquait d'être en danger. Lorsqu'elle aperçut le loup, elle se mit à crier de toutes ses forces. Loupard, lâche mon petit. Je sais que tu es un prédateur, mais cela ne te donne pas le droit de faire du mal à Léo. Le loup, mécontent d'être interrompu, se tourna vers la brebis avec un regard froid. Que veux-tu, brebis? Ton petit a causé des ennuis et je compte bien lui donner une leçon. Tu devrais apprendre à surveiller tes enfants au lieu de les laisser vagabonder sans surveillance. Mon fils ne fait de mal à personne, répondit la mère, le regard déterminé. Tu as pris plaisir à le tromper et à le tourmenter. N'oublie pas que la ruse ne durera pas éternellement. La justice finira par te rattraper. Loupard, agacé par l'intervention de la mère, leva une patte pour faire taire la brebis, mais Léo, réalisant que sa mère était là pour le protéger, se mit à crier. Maman, je t'en prie, ne lui fais pas de mal. Je ne suis pas responsable de ces accusations. Il cherche juste un prétexte pour me faire du mal. La brebis, rassurée par la voix de son enfant, se tenait fermement, prête à défendre son petit. Je ferai tout pour le protéger, et si tu oses le toucher, tu auras affaire à moi. Loupard, réalisant qu'il risquait de devoir affronter non seulement Léo mais aussi sa mère, recula légèrement. Il savait qu'un combat contre deux adversaires pourrait ne pas tourner en sa faveur. Il était un prédateur, certes, mais il savait aussi quand il était sage de battre en retraite. Très bien, grogna-t-il finalement, un peu irrité. Vous avez de la chance que je ne sois pas d'humeur à me battre aujourd'hui. Je vous laisserai pour cette fois, mais n'oubliez pas que le monde est cruel et que vous devez être prudent. Puis, dans un dernier geste de dédain, Loupard s'éloigna, disparaissant dans les sous-bois, la queue basse. Léo et sa mère, soulagés, se retrouvèrent ensemble. Oh, Léo, mon petit, dit la mère en l'étreignant avec tendresse. Je suis si heureuse que tu sois sain et sauf. Promets-moi de toujours rester près de moi et de ne jamais te laisser tromper par des apparences. Je le promets, maman, répondit Léo, encore tremblant. Je ne ferai plus jamais confiance à quelqu'un comme Loupard. Je ne comprends pas pourquoi il a voulu me faire du mal. C'est la nature des prédateurs, mon petit. Ils utilisent la ruse pour atteindre leur fin. Mais rappelle-toi, la prudence est de mise. Ne te laisse jamais séduire par leurs mensonges. Ainsi, Léo apprit une précieuse leçon ce jour-là. Dans la vallée, la paix revint, mais le souvenir de cette rencontre resta gravé dans son esprit. Les deux animaux continuèrent à vivre en harmonie, mais avec une vigilance accrue. Le renard et la cigogne. Dans une vaste forêt luxuriante, peuplée d'arbres immenses et bordée par une rivière sinueuse, vivaient deux animaux bien différents, un renard rusé et une cigogne majestueuse. Le renard, nommé Rémi, était connu pour son intelligence et ses tours malicieux. Son pelage roux brillant et ses yeux malicieux en faisaient un chasseur redoutable, toujours à l'affût de la moindre opportunité pour jouer des tours à ses congénères. Quant à la cigogne, prénommée Sylvie, elle était élégante et gracieuse, avec son long bec fin et ses pattes élancées. Sylvie vivait près de la rivière, où elle pêchait habilement les poissons dans les eaux peu profondes. Un jour, alors que Rémi flânait dans la forêt, à la recherche de quelques ruses à accomplir, il croisa Sylvie près de la rivière. Le renard, toujours à la recherche d'une occasion pour se divertir aux dépens des autres, sourit en voyant la cigogne. Une idée sournoise germa immédiatement dans son esprit. « Bonjour, chère Sylvie », l'appela Rémi avec un ton jovial. « Cela fait bien longtemps que nous ne nous sommes pas vus. Pourquoi ne viendrais-tu pas dîner chez moi ce soir? Je serais honoré de t'accueillir à ma table. » Sylvie, bien que méfiante à l'égard de la réputation rusée du renard, accepta poliment l'invitation. Après tout, ils étaient voisins, et elle n'avait aucune raison de refuser une telle offre de courtoisie. Avec son air tranquille, elle répondit. « Merci pour ton invitation, Rémi. Ce serait un plaisir de dîner en ta compagnie. À ce soir, alors. » Rémi, ravi que son plan soit en marche, s'en retourna chez lui avec un sourire malicieux sur les lèvres. Il passa la journée à préparer son petit stratagème, tout en cuisinant un plat qui, pensait-il, mettrait Sylvie dans l'embarras. En effet, Rémi voulait profiter du long bec de la cigogne pour la ridiculiser. À l'heure convenue, Sylvie arriva chez Rémi. Elle atterrit gracieusement devant la porte de sa maison, ses grandes ailes déployées lui donnant une allure imposante. Rémi, avec un grand sourire, l'accueillit chaleureusement. « Bienvenue, cher ami, j'ai préparé un festin pour toi. Entre donc, et installe-toi confortablement. » Curieux, Sylvie suivit Rémi à l'intérieur.
L'odeur du repas embaumait déjà la pièce. Elle s'assit avec élégance à la table, tandis que le renard s'activait en cuisine pour apporter les plats. Sylvie, attentive et un peu méfiante, observa avec intérêt. Rémi revint avec 2 bols larges et plats, remplis d'une soupe parfumée. Il posa un bol devant lui et un autre devant Sylvie, puis s'assit en face d'elle, son sourire plein de malice ne quittant pas son visage. « Bon appétit, cher ami », déclara Rémi en se penchant sur son bol pour commencer à laper la soupe avec sa langue agile. En quelques coups de langue, il avalait de grandes gorgées du délicieux breuvage. Mais Sylvie, quant à elle, se retrouva bien vite en difficulté. Son long bec effilé ne lui permettait pas de boire la soupe dans ce bol si plat. Elle tenta d'abord de plonger son bec dans le bol, mais elle ne parvenait qu'à toucher la surface de la soupe sans réussir à en prendre une goutte. Plus elle essayait, plus elle réalisait que l'astuce du renard l'avait piégée. Rémi, tout en continuant de savourer son repas, observait la cigogne avec un regard amusé. Chaque fois que Sylvie s'efforçait de boire, elle échouait, son long bec n'étant d'aucune utilité face à un plat aussi peu profond. Le renard, cachant à peine son rire, fit mine de ne rien remarquer. « Oh, Sylvie, dit-il d'une voix feinte de compassion, tu ne manges pas. N'apprécies-tu pas ma soupe ?» Sylvie, comprenant alors que Rémi s'était joué d'elle, sentit la colère monter en elle. Mais, en cigogne digne et fière, elle ne fit rien pour montrer son irritation. Elle garda son calme et, avec un sourire poli, répondit. « Oh, ne t'inquiète pas, cher ami. C'est juste que je n'ai pas très faim ce soir. » Rémi, compte de sa blague, termina son repas sans plus insister. Lorsque la soirée se termina, Sylvie remercia le renard pour son hospitalité et s'envola pour regagner sa demeure près de la rivière, son esprit déjà tourné vers la revanche. Quelques jours plus tard, Sylvie décida de retourner la politesse. Elle se rendit chez Rémi et l'invita à son tour à dîner. « Cher Rémi, j'ai pensé que ce serait à mon tour de te recevoir. Tu as été si généreux avec moi l'autre soir, il est juste que je t'invite maintenant. Viens donc demain soir chez moi pour un festin. » Le renard, tout à fait ravi à l'idée de se régaler une fois de plus, accepta sans hésiter. Il se dit qu'après tout, il pouvait bien profiter de l'hospitalité de la cigogne sans se soucier d'un quelconque piège. Il se rendit donc chez Sylvie le soir suivant, tout excité à l'idée de goûter à ce qu'elle avait préparé. En arrivant chez la cigogne, Rémi fut accueilli avec la même courtoisie dont il avait fait preuve. Sylvie, tout en grâce, l'invita à s'installer à table. Elle lui fit quelques compliments et échangea des plaisanteries, créant une atmosphère conviviale. Rémi ne se doutait de rien. Puis vint le moment du repas. Sylvie apporta 2 grands vases longs et étroits, remplis d'une délicieuse viande hachée et de sauce onctueuse. Le vase avait une ouverture fine et allongée, juste assez large pour que son propre long bec puisse y pénétrer sans difficulté. Sylvie, avec élégance, plongea son bec dans le vase et commença à se régaler, tout en jetant un coup d'œil à Rémi. Le renard, assis en face d'elle, regardait avec perplexité le vase étroit devant lui. Il tenta d'abord d'introduire son museau à l'intérieur, mais le vase était trop étroit pour qu'il puisse y atteindre la nourriture. Après plusieurs tentatives infructueuses, Rémi comprit enfin que Sylvie lui avait tendu un piège similaire à celui qu'il lui avait tendu quelques jours plus tôt. La cigogne continuait de manger avec tranquillité, tandis que le renard, honteux, essayait en vain de trouver une manière de se nourrir. Voyant l'embarras de son invité, Sylvie releva la tête de son vase et dit calmement, mais avec un brin de malice dans la voix. « Mon cher Rémi, je vois que tu ne touches pas à ton repas. Ne trouves-tu pas mon plat à ton goût? Je l'ai pourtant préparé spécialement pour toi. » Le renard, rougissant de honte sous son pelage, comprit alors qu'il avait été pris à son propre jeu. La cigogne, sans jamais élever la voix, avait habilement retourné la situation, lui montrant à quel point sa ruse avait été cruelle. Rémi n'eut pas d'autre choix que de reconnaître sa faute. « Ma chère Sylvie, dit-il en baissant les oreilles, je vois bien que tu as su me rendre l'appareil avec sagesse. Je me rends compte à présent que ma plaisanterie était malvenue. Je te présente mes excuses les plus sincères. » Sylvie, satisfaite d'avoir montré au renard qu'il ne fallait pas se moquer des autres impunément, hocha la tête avec bienveillance. « Rémi, tu as appris ta leçon. Il est toujours bon de se souvenir qu'il ne faut jamais faire aux autres ce que l'on n'aimerait pas qu'ils nous fassent en retour. À l'avenir, j'espère que tu agiras avec plus de considération. » Le renard, humble et désormais conscient des conséquences de ses actes, promit de ne plus jamais jouer de mauvais tours à ses amis. La cigogne accepta ses excuses, et à partir de ce jour, Rémi et Sylvie vécurent en bonne entente, mettant de côté les ruses et préférant la sincérité et l'amitié. Le lion et le rat. Dans une immense savane africaine, baignée par le soleil brûlant et parsemée d'arbres majestueux, vivait un lion imposant nommé Rex. Ce lion,
véritable roi de la savane, était respecté et craint par tous les animaux qui le connaissaient. Son pelage doré, ses griffes acérées et sa crinière épaisse faisaient de lui une figure impressionnante. Chaque matin, Rex parcourait son vaste territoire, ses yeux perçants scrutant l'horizon, à la recherche d'intrus ou de proies. Il savait que, dans cette savane sauvage, rien ni personne ne pouvait rivaliser avec sa force. Cependant, bien qu'il soit puissant et redoutable, Rex avait également une nature parfois paresseuse. Après de longs jours de chasse et de promenade, il aimait se prélasser sous les grands acacias, profitant de l'ombre et de la chaleur bienfaisante du soleil. Un jour, après une chasse particulièrement éprouvante, Rex décida de s'allonger pour une sieste bien méritée. Il se coucha sous un arbre, ses pattes énormes étendues devant lui, et bientôt, il s'endormit profondément, bercé par la douce brise qui soufflait dans la savane. Pendant ce temps, non loin de là, un petit rat gris nommé Petit Poil errait à la recherche de nourriture. Petit Poil était un rongeur discret et débrouillard, habitué à se faufiler entre les herbes hautes sans se faire remarquer par les prédateurs. Sa vie était bien différente de celle du lion, tandis que Rex régnait sur la savane, Petit Poil devait constamment être sur ses gardes pour échapper au danger. Mais il n'en était pas moins courageux, malgré sa petite taille et son apparence fragile. Alors qu'il trottinait à travers l'herbe, Petit Poil remarqua une immense forme allongée sous un arbre. Il s'approcha prudemment et découvrit, à sa grande stupeur, que c'était Rex, le puissant lion, profondément endormi. Ses ronflements résonnaient dans les environs, et sa respiration régulière montrait qu'il était totalement plongé dans son sommeil. Petit Poil, poussé par la curiosité, s'aventura un peu plus près. Il observa le lion avec fascination. Jamais auparavant il n'avait vu un animal aussi grand d'aussi près. Cependant, une idée folle traversa soudain son esprit, peut-être pourrait-il s'amuser un peu. Après tout, le lion semblait profondément endormi, et il ne représentait pas de danger à cet instant. Sautillant avec légèreté, Petit Poil grimpa sur la patte massive de Rex. Il se mit à courir autour de lui, sautillant d'une patte à l'autre, puis grimpant même sur sa crinière épaisse et touffue. Le petit rat s'amusait comme jamais, considérant cela comme un jeu innocent. Mais ce qui semblait être une aventure divertissante pour Petit Poil allait vite se transformer en cauchemar. Alors qu'il jouait sur la patte du lion, celui-ci bougea légèrement. Ses oreilles frémirent, et ses paupières se plissèrent. Rex, perturbé dans son sommeil, ouvrit soudainement les yeux. Il sentit quelque chose se déplacer sur son corps, et avec un rugissement puissant, il se réveilla en sursaut, d'un bond rapide et agile. Avant que Petit Poil ne puisse s'enfuir, Rex avait déjà refermé sa patte immense sur lui. Le petit rat se retrouva coincé sous les griffes tranchantes du lion. Le sol tremblait sous le grondement de Rex, qui baissa la tête pour fixer le petit animal effrayé. Qui oses-tu être, minuscule créature, pour troubler le sommeil du roi de la savane? Rugit Rex, ses yeux flamboyants de colère. Petit Poil, terrifié et sentant la pression des griffes du lion autour de lui, tremblait de peur. Il se savait condamné, mais, malgré la terreur qui l'envahissait, il trouva le courage de parler. « Majesté, je vous en supplie, pardonnez-moi. Je n'avais aucune intention de vous réveiller ni de vous offenser. Ce n'était qu'un jeu innocent. Je suis si petit, et je ne fais de mal à personne, laissez-moi partir, je vous en prie, et je vous promets de ne plus jamais troubler votre sommeil. » Le lion, bien qu'encore furieux, fut amusé par la situation. Un si petit animal, aussi fragile qu'une brindille, osait lui parler, lui faire des promesses. L'idée qu'un rat puisse un jour lui être utile lui parut absurde. Pourtant, quelque chose dans la voix tremblante de Petit Poil le toucha. Il n'avait aucune raison de le tuer, après tout. De plus, Rex, dans toute sa grandeur, aimait parfois montrer sa clémence. « Pourquoi te laisserais-je partir ?» demanda Rex d'un ton railleur. « Tu es si petit, si insignifiant. Que pourrais-tu bien me donner en échange de ta vie ?» Petit Poil, comprenant que c'était sa seule chance de survie, répondit avec une assurance surprenante. « Votre Majesté, je suis peut-être petit, mais un jour, qui sait, je pourrai vous rendre un service. La vie est pleine de surprises. Si vous me libérez aujourd'hui, je vous promets de ne jamais l'oublier, et peut-être qu'un jour, c'est moi qui vous sauverai. » Rex éclata de rire. Un service de la part d'un si petit être. C'était ridicule, mais, amusé par la situation, et sentant que ce minuscule rat ne représentait en réalité aucun danger, il relâcha finalement sa prise. « Très bien, petit rat, je vais te laisser partir. Mais souviens-toi de ta promesse. Je doute que tu puisses un jour me venir en aide, mais je te laisse la vie sauve pour cette fois. Va, et ne trouble plus mon repos. » Reconnaissant, Petit Poil s'inclina devant le grand lion, puis s'enfuit aussi vite que ses petites pattes le lui permettaient, disparaissant dans l'herbe haute. Quelques semaines passèrent,
et Rex continua de régner sur la savane. Mais un jour, alors qu'il parcourait son territoire, un groupe de chasseurs pénétra dans la savane. Ces hommes avaient tendu de grandes filets en corde pour capturer des animaux sauvages. Rex, sans se douter du danger, tomba droit dans l'un de ces pièges. En quelques secondes, le grand lion se retrouva enchevêtré dans les mailles du filet. Il rugit avec toute sa force, essayant de se libérer, mais plus il tirait, plus les cordes se resserraient autour de lui. Ses griffes, aussi puissantes soient-elles, ne parvenaient pas à trancher les solides fibres du piège. Rex, impuissant pour la première fois de sa vie, rugissait désespérément, mais aucun de ses sujets n'osa s'approcher pour l'aider. Le lion, autrefois si redouté, se retrouva captif, et il commençait à sentir l'ombre de la mort planer sur lui. C'est alors que Petit Poil, qui passait par là, entendit les rugissements du lion. Reconnaissant la voix de Rex, il se précipita pour voir ce qu'il se passait. Quand il vit le grand lion piégé dans le filet, il se souvint aussitôt de la promesse qu'il avait faite. Sans hésiter, Petit Poil grimpa sur les cordées, avec ses petites dents acérées, commença à ronger les fibres du filet. Il travailla avec détermination, mordant et rongeant, jusqu'à ce qu'il parvienne à affaiblir le piège. Peu à peu, les cordes se détachèrent, et le filet céda sous les morsures du rat. En un instant, Rex fut libre. Il se releva, secoua sa crinière majestueuse et, en regardant Petit Poil avec reconnaissance, s'inclina légèrement. « Petit Poil, tu m'as sauvé la vie », dit Rex avec une voix plus douce que jamais. « Jamais je n'aurais imaginé qu'un si petit animal puisse m'aider ainsi. Tu as tenu ta promesse. Merci. » Petit Poil, souriant modestement, répondit. « Vous voyez, Majesté, même les plus petits peuvent être utiles. La force n'est pas toujours dans la taille, mais dans la détermination et l'ingéniosité. » Rex, désormais humble devant la leçon qu'il venait d'apprendre, se promit de ne plus jamais sous-estimer qui que ce soit, peu importe sa taille ou son apparence. Ainsi, le grand lion et le petit rat devinrent amis, et la savane apprit que même les plus petits gestes peuvent avoir une grande importance.